Alors, on a vu que lorsqu'il y a des enfants qui, dans le fond, connaissent pas immédiatement leur origine, ben, ça crée ou ça crée pas des problèmes, hein. Ça, il semble y avoir vraiment beaucoup de situations différentes et si on se réfère à nos intuitions, c'est vrai que, d'une certaine manière, il y a ceux qui pensent que le biologique, c'est fondamental, d'autres qui pensent que c'est plutôt le social qui est fondamental. On peut en discuter longuement, hein, c'est d'ailleurs fort intéressant sur le plan de vue éthique et même philosophique, mais dans le fond, c'est quand même peut-être il serait peut-être quand même fondamental et important d'aller voir un peu ce que les gens pensent, ce que les gens qui vivent cela, comment est-ce qu'ils en parlent? Alors vous, vous rencontrez des familles, qui, enfin, sont non classiques dans ce sens-là et qui ont des enfants et comment est-ce que tout ça est vécu? Ça dépend des familles. Il y a des familles où il y a vraiment une certaine transparence, donc les choses ont été dites assez tôt à l'enfant et l'enfant grandit avec la connaissance que peut-être son père n'est pas vraiment son père biologique, et que son père biologique est quelqu'un d'autre. Il y a d'autres familles par contre où il y a une espèce de secret qui s'installe, donc en prénatal peut-être les gens en parlaient encore un peu, puis au moment où l'enfant arrive, l'enfant grandit, ils ne savent jamais très bien à quel moment en parler et finalement, il n'en parle pas, l'enfant grandit, grandit, grandit et puis peut-être qu'il n'est jamais au courant ou qu'il est mis au courant des fois par quelqu'un de l'entourage qui savait que le couple avait fait a appel à des techniques de procréation médicalement assistée et là, ça peut être vraiment un moment de crise. Si l'enfant découvre à un moment que les parents présumés ne sont pas les parents biologiques, là, ça peut se compliquer, oui. D'accord. Mais donc il y a des parce que la loi, garantit à l'enfant le droit de connaître ses origines, mais donc il y a alors évidemment c'est, heu, j'imagine c'est l'enfant à partir de 18 ans, sauf erreur, hein, qui peut le connaître et donc avant il y a des familles qui n'en parlent pas du tout? Exactement. Donc là, comment aussi s'introduire dans les familles et comment aller dire des choses si les parents ne veulent pas le faire, c'est quand même un peu compliqué. Alors c'est vrai que le pédiatre a un rôle d'accompagnement et de soutien, des familles. D'abord, son premier patient, c'est l'enfant, mais il est quand même dans une relation triangulaire avec l'enfant, les parents et lui-même. Et là, il doit aussi, accompagner cette famille et essayer d'informer ou peut-être aussi la famille à certains moments qu'il faudrait peut-être en parler à l'enfant. Parce que c'est vrai qu'en théorie, on dit l'enfant a droit à ses origines, mais si les parents ne veulent pas en parler, c'est plus délicat et je ne pense pas que c'est au pédiatre de le faire. Par contre, l'enfant, à un certain moment, il pourra consulter son dossier, il pourra avoir des informations et là, ça risque d'être aussi plus, je ne veux pas dire plus dramatique pour lui, mais peut-être plus compliqué pour lui de l'apprendre par un dossier que de l'apprendre par ses propres parents. Donc il y aura quand même là une relation de confiance qui risque d'être un peu perturbée pendant un certain temps. C'est ça. Vous dites c'est sans doute pas au pédiatre de le faire, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que le pédiatre aurait une sorte de devoir, vu que le patient, c'est l'enfant, hein, de devoir de dire à l'enfant? Bah, je pense qu'on est quand même dans une, problématique qui est assez nouvelle, hein. On n'a pas encore beaucoup d'expérience et on n'a pas un énorme suivi, avec ces enfants qui sont nés par, procréation médicalement assistée. Je pense que petit à petit, ben, les rôles vont s'éclaircir peut-être et peut-être que le pédiatre aura aussi plus l'habitude d'avoir des situations de ce genre. En tout cas, moi j'en ai pas connu beaucoup, mais je me suis renseignée auprès de collègues pédiatres et c'est vrai qu'ils sont tous un peu empruntés par rapport à ces situations de dire: «Bah, si les parents veulent pas, comment faire, quand le faire?» Alors on sait que plus on le fait tôt, mieux c'est. Après on peut évoluer aussi avec l'enfant puis donner plus d'informations au fil du temps et ça, c'est aussi des choses, je pense que les pédiatres devront un petit peu travailler, étudier pour savoir comment ils vont gérer ces enfants nés par PMA. Mmh. Et quand l'enfant l'apprend, vous savez en gros qu'est-ce qui se passe? Si enfin d'abord, si j'ai bien compris, c'est mieux qu'il l'apprenne tôt que tard? Alors, on dit que c'est mieux qu'ils l'apprennent tôt parce qu'il intègre cette notion et puis il se développe avec cette notion, puis finalement pour lui, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. C'est vrai que plus le temps passe, plus il y a quand même un risque de fuite, de l'entourage. Il y a quand même l'entourage familial ou l'entourage social de ces familles, qui peut-être être au courant, qui va peut-être dire quelque chose, ou l'enfant va lui-même remarquer quelque chose, ou va voir que son apparence n'est pas tout à fait la même que celle de ses parents, qui va poser des questions. Et puis là, c'est vrai que les parents peuvent être aussi peut-être gênés, ne pas savoir quoi répondre, et plus
ils vont être en difficulté, plus l'enfant va se poser de questions et on sait quand même qu'autour de l'adolescence, qui est déjà une période de vie assez difficile, s'il y a des sujets comme ça qui s'ajoutent, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Mmh. Comme je l'avais dit en introduction, enfin, un des arguments en France, hein, pour lesquels, il y avait de la résistance à la connaissance des origines, c'était qu'on pensait qu'on pourrait déstabiliser la famille. Parce qu'il y aura une sorte de troisième géniteur qui s'invite. Alors d'abord, la première question, c'est est-ce que vous avez observé ce genre de situation? Est-ce que vous pensez que c'est un argument valable ou que c'est quelque chose, une pure imagination? Alors, je pense que si on a quand même plus d'expérience avec, des familles où il y a des enfants qui sont adoptés, on sait que dans ces familles-là, il y a des fois plus de difficultés que dans des familles, purement biologiques. Donc on peut imaginer que là aussi, si tout d'un coup il y a la troisième personne qui arrive dans la famille, ça peut perturber, mais tout dépend aussi du lien qui existe entre les parents et l'enfant, parce que finalement, l'enfant, avec l'attachement qu'il a à ses parents, il est en sécurité quand les parents arrivent à lui donner les informations nécessaires, à l'accompagner dans toutes ces informations, à l'aimer et à le soutenir dans toutes les difficultés de la vie. Donc, je ne pense pas que la troisième personne qui va arriver comme ça va forcément tout perturber, perturber toute la famille, si c'est une famille qui est solide et qui a des bons liens. Maintenant, si c'est une famille qui elle-même est déjà un petit peu plus perturbée, où il y a déjà des soucis et il y a encore d'autres soucis qui s'ajoutent, eh bien là, je pense que oui, en effet, ça peut, générer une crise. Oui, oui. Et vous savez s'il y a des cas où le donneur, je dis «le» parce que c'est souvent des spermatozoïdes qui sont donnés, mais en fait, ça peut être, un don d'ovule ou voire un don d'embryon. Est-ce qu'il y a des familles dans lesquelles cette troisième personne joue un rôle, réel, actif, c'est-à-dire dans lequel, même la famille ou l'enfant, crée des liens avec? Alors, je n'ai pas eu connaissance de tels cas, mais je crois, de ce que je lis en tout cas, que ça peut arriver, en tout cas aux États-Unis. Il y a l'air d'y avoir des familles parallèles, des familles autour des mères porteuses, des familles autres, mais en Suisse, je n'ai pas connaissance de ces cas. D'accord, donc s'il y en a, ça reste de toute manière, enfin, très marginal, j'imagine, hein? Ah oui. Ben, je vous remercie, Madeleine Mirabeau, d'avoir éclairé notre esprit sur ces questions, enfin, sur votre expérience que vous avez avec, ces familles, où il y a un donneur, de gamètes. Donc comme on a vu, le droit est assez simple en Suisse, hein. Chacun a le droit de connaître ses origines, j'allais dire Punktschluss, hein, comme on pourrait le dire en suisse allemand. Mais dans les faits, évidemment, les choses, comme toujours, sont un peu plus compliquées, hein. D'abord, il faut que les parents veuillent le dire à l'enfant, et ensuite, évidemment, que l'enfant le vive, de la manière la plus harmonieuse possible, ce qui semble impliquer qu'il le sache relativement vite pour pouvoir se construire, de la manière la plus harmonieuse possible, mais qu'évidemment, dans une société où les familles, dans le fond, se voient bousculées du point de vue de leur structure, bah, c'est, un cas de figure de plus. Exactement. Quel était l'état du droit en Suisse, hein, concernant le droit de l'enfant à connaître ses origines? Alors bon, la Suisse est une île, comme il disait aussi, mais dans le fond, c'est une île quand même qui est immergée, notamment dans des conventions internationales. Sur le plan international, il y a aussi une convention des droits de l'enfant qui en parle, non? Alors effectivement, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant euh, précise à plusieurs articles que l'enfant a droit de connaître son contexte familial, d'avoir des relations avec sa famille et ses parents en particulier, mais aussi que les États sont poussés, obligés de préserver l'identité de l'enfant de différentes manières pour qu'il puisse avoir son accès à ses origines notamment. D'accord. Mais quand on parle de préserver l'identité de l'enfant, dans le fond, ça pose une question seconde, c'est de quelle identité est-ce qu'on parle? Parce que, d'une certaine manière, comme dans la parentalité d'ailleurs, on a tendance à parfois opposer, mais en tout cas à conjuguer la parentalité biologique, d'où viennent les gamètes en gros, hein, et la parentalité sociale ou affective, c'est-à-dire la famille dans laquelle l'enfant est élevé. Alors, quand l'enfant qui est le fruit d'un don de gamètes ou d'un don d'embryon, enfin, euh, quand il connaît ses origines, s'il les connaît, admettons qu'il les connaisse,
qu'est-ce que ça induit chez lui sur le plan, disons, psychologique ou affectif? Parce que, bon, je ne sais pas, nous, on a un certain âge, donc ces techniques n'existaient pas à l'époque, hein. Le seul don de sperme qu'on connaissait, c'était l'adultère, qui est quand même un don assez particulier. Et ça faisait partie des secrets de famille, j'imagine aussi, tout ce domaine-là. Mais alors, maintenant, avec cette transparence sur les origines, qu'est-ce que ça induit chez l'enfant? Ben, je crois qu'il y a beaucoup de cas de figure qu'il faut examiner, mais je partirais du cas de figure le plus simple, c'est que tout un chacun qui a des origines qui sont plutôt claires en apparence, on ne se pose pas la question. Donc ça semble tellement naturel. Par contre, dès que vous êtes dans un contexte un petit peu décalé, quelle que soit la modalité de vos origines, de votre naissance, du côté génétique, gestationnel ou adoptif, là, les choses se compliquent dans la construction de son identité. Et toutes ces personnes, lorsqu'elles sont au courant, qu'elles sont un tout petit peu en marge d'une identité naturelle, et j'aime pas tellement ce terme parce que c'est naturel pour tout le monde, eh bien, c'est un petit peu problématique. Et le meilleur exemple qu'on a de cela, c'est un peu autour de l'adoption. Et je pense à un auteur ancien, mais tellement, comment dirais-je, influent encore, Erik Erikson, qui disait lui-même, avec des origines un peu particulières, disait c'est comme si vous aviez toujours un petit quelque chose sur l'épaule qui vous rappelle que vous n'êtes pas exactement vous, d'une certaine manière. Et c'est vraiment ça. Alors, comment est-ce qu'on voit les réactions? Eh bien, ça va d'enfants qui se posent perpétuellement la question, qui sont curieux quant à leur origine. Il y en a d'autres qui vivent cela de manière très traumatique. On parle même d'un syndrome d'abasourdissement lorsqu'on découvre finalement que qui on pensait être en termes de liens familiaux, ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Et toutes ces choses sont compliquées par les différentes modalités aujourd'hui qu'on a avec les nouvelles technologies de procréation médicalement assistée, et puis tous les contextes légaux internationaux qui font qu'on n'est pas logé à la même enseigne si on a été conçu en Ukraine ou au Sri Lanka. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, actuellement, les familles recomposées, c'est la norme, hein, d'une certaine manière. Alors, évidemment, ce n'est pas de la procréation médicalement assistée, mais l'idée d'avoir des parents qui sont plus ou moins nos parents, ça devrait être quelque chose qui est de plus en plus vécu dans nos sociétés. Donc, on pourrait espérer que le problème s'évapore d'une certaine manière. Oui, on peut faire cette analyse-là, mais je pense qu'il faut donner le temps au temps. Il y a encore une génération, être enfant de parents divorcés, c'était problématique. On vivait ça de manière stigmatisante, peut-être 2 générations quand même. Aujourd'hui, on aborde de nouvelles formes de famille, et les enfants se sont accommodés parce que c'est normatif finalement des familles recomposées. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose lorsque... Donc ça, c'est les relations familiales et les relations sociales. Et là, c'est facile parce qu'on a les personnes qui comptent, qui sont en présence. Lorsque vous avez des absents, un père ou une mère génétique ou un ventre loué dans la gestation pour autrui, c'est plus difficile à construire pour soi-même et d'intégrer cela au quotidien. Et je pense que c'est vraiment un des fondements du développement psychologique, cet ancrage. Je suis qui je suis, je comprends d'où je viens, et ne pas avoir une charte claire à ce propos, c'est souvent vécu de manière assez désagréable sur le plan personnel. D'accord. Mais dans le fond, bon, vous dites ne pas avoir une vision claire de ses origines, mais on pourrait dire que la transparence permet des visions claires, puisque dans le fond, l'enfant peut savoir que son père biologique, si on peut appeler comme ça le donneur de gamètes, c'est un tel, et puis son père familial, enfin, c'est quelqu'un d'autre. Ça gêne quand même. Vous pensez que c'est essentiellement dû à des attitudes sociales ou est-ce qu'il y aurait une espèce de fondement biologique de la parentalité? Parce qu'on entend souvent hein, ces deux discours en disant l'adoption vaut aussi bien que le fait d'avoir des enfants naturels puisque ce qui compte c'est la relation. Et puis d'autres, j'ai un ami notamment qui est gynécologue et qui s'est occupé de PMA qui disait mais c'est incroyable comment on voit les gens, ils veulent un enfant à eux, sous-entendu, avec leurs propres gamètes. Et donc, ils ne recourent à des dons de gamètes que quand ils peuvent vraiment plus faire autre chose.
C'est difficile à répondre à cette question. Je ne sais pas comment répondre à la notion de fondement biologique. Je pense qu'on est tous plus ou moins équipés à penser qu'on vient d'un père et d'une mère. C'est un peu un œuf originel d'une certaine manière. Euh, Ensuite, toutes ces variations font qu'il faut composer cognitivement, émotionnellement, avec des histoires de vie, des projets de parentalité qui sont ceux de nos parents ou des parents qu'on ne connaît pas, et des faillites de parentalité. Et tout ça, ce sont des données, des ingrédients qui varient en termes de métabolisation chez chacun de ces enfants en fonction du contexte soutenant et familial qu'ils connaissent dans le présent. Euh, mais on est tous, d'une certaine manière, à la recherche de nos origines. Il n'y a qu'à voir le pouvoir de la généalogie. Et puis, oui, et puis si on remonte assez loin, on descend tous d'une écrevisse. Enfin, donc, mais on est très content de savoir d'où on vient, de quelle terre on provient. Et il y a quelque chose de fondamentalement humain de se connaître soi-même sous cet angle-là. Vous avez aussi fait allusion à la maternité de substitution, ce qu'on appelle les mères porteuses. Hein, donc c'est interdit en Suisse et dans beaucoup de pays européens, mais pas partout. Et est-ce que pour les enfants qui... Alors il y a quelques enfants qu'on connaît qui sont nés de cette façon-là. Est-ce qu'on remarque une difficulté supplémentaire pour eux de construire leur identité par rapport même à ceux qui ont que deux, on pourrait dire qu'ils ont trois parents d'une certaine manière, hein. Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire? Écoutez, encore une fois, je crois qu'il faut préserver la Suisse comme un îlot au sein du monde où les choses sont assez restrictives et finalement on n'est pas de mère porteuse, c'est pas vraiment permis en Suisse. Alors après à l'étranger c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez des parents qui sont très âgés qui vont faire en sorte qu'il y ait une mère porteuse à l'étranger qui conçoit votre enfant. Et finalement, vous pouvez avoir 70 ans et avoir conçu un enfant à l'étranger avec une jeune femme porteuse. Il y a toutes sortes d'histoires d'horreur là autour qui sont pas tout à fait compatibles avec le régime qui existe en Suisse. Et pour cet enfant-là, bah, c'est compliqué. Naître avec un parent de 70, 80... Je crois que le record actuel, c'est 74 ans. Pas en Suisse, rassurez-vous, mais des parents qui ont conçu avec une mère porteuse et qui sont père et mère de fait. D'accord. Ben, merci beaucoup Philippe Jaffé d'avoir répondu à mes questions. Alors, ces dernières années, dans le pays voisin qu'est la France, hein, il y a eu un débat assez vif sur la question du droit de l'enfant à connaître ses origines quand il était né à la suite d'un don de gamètes ou d'embryons. Hein. C'était ça la situation. Alors, la loi a été changée, comme tu sais, en France, et maintenant on est passé d'un régime d'anonymat assez complet à un régime beaucoup plus transparent, donnant à l'enfant le droit de connaître ses origines. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une double crainte des opposants de lever l'anonymat, c'était que d'une part, on risquait de conduire à une diminution du risque de donneur, et d'autre part que ça risquait de perturber l'équilibre familial, puisqu'il y a un troisième larron, si j'ose dire, qui entrait sur la scène. Alors en Suisse, le droit de connaître ses origines est acquis depuis longtemps. Et on peut comprendre, si pour la France, si est compréhensible qu'on se soucie de la vie privée des donneurs, ben, il faut tout de même admettre que la question concerne d'abord l'enfant, puisque c'est lui qui peut connaître ses origines. Alors, du point de vue juridique, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont précisément ces droits ou ce droit? Alors en Suisse, on a fait cette pesée des intérêts depuis assez longtemps et on a considéré effectivement que le droit de l'enfant devait prendre le pas sur le droit du donneur de rester anonyme. Maintenant, je remarque que c'est comme dans toutes ces questions qui sont liées à la procréation médicalement assistée, on peut trouver toutes sortes d'arguments dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs ce qui fait que on n'a pas vraiment une réglementation qui soit unifiée dans des pays pourtant chrétiens, européens et tout. On a des solutions assez différentes, ce qui explique d'ailleurs le développement d'un certain tourisme de la procréation.
En ce qui concerne donc le droit de connaître ses origines, il est effectivement admis en Suisse au niveau constitutionnel. Vous voyez, en Suisse, avant on avait l'interdiction de l'absinthe, on l'a heureusement enlevé depuis. Donc on donne des choses, on met des choses dans la Constitution qui ne sont pas forcément très importantes, mais celle-là, tout ce qui a trait à la procréation médicalement assistée, on l'a désormais dans un article de la Constitution, ça date même d'avant la Constitution moderne, si j'ose dire, même dans la Constitution de 1879, D'accord. mais il est certainement venu beaucoup plus tard, je dirais dans les années 80 ou 90, on a un droit de connaître les origines. Ce droit de connaître les origines, on le rattache à plusieurs droits constitutionnels, notamment le droit à la liberté personnelle, le droit à la privacy, La vie aux données privée. personnelles, et on a une disposition spécifique dans l'article consacré à la procréation médicalement assistée. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'en Suisse, la procréation médicalement assistée est assez restrictive pour pas mal de pratiques, notamment les mères porteuses, les dons de gamètes, d'embryons. Le seul don de gamètes permis étant le don de sperme à un couple marié. Et donc, comme par hasard, c'est sous cet angle-là qu'on a traité le droit d'accès à ses origines. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi un article dans le Code civil qui prévoit que l'enfant adopté a un droit à connaître ses origines et certaines caractéristiques de ses parents, mais c'est dans une toute autre loi, c'est dans le Code civil. Mais dans le cadre de la procréation médicalement assistée, c'est admis et c'est concrétisé dans la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée. D'accord. Et donc, tu dis c'est un droit relativement ancien, mais dans le fond, Le principe a le été principe, admis oui. à la suite d'histoires vécues dramatiques de personnes qui voulaient connaître leur origine et les tribunaux avaient un peu de la peine à établir ça, mais finalement ça a été admis. Ça a été admis d'ailleurs par une jurisprudence du tribunal fédéral, il me semble me rappeler, avant même l'édiction de la norme constitutionnelle. Mais j'ai été surpris dans ce que tu m'as dit que, dans le fond, ce droit de connaître ses origines était lié au droit à l'autonomie. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, c'est lié à la liberté personnelle, alors qui est un droit constitutionnel extrêmement large, qui inclut aussi le droit à l'intégrité psychique, l'intégrité physique. Dans la doctrine, on relie ce droit Mais à... quel est le lien? C'est ça qui m'interroge. Le lien entre la liberté personnelle et connaître ses Ah origines. bah, alors, il y a probablement un lien philosophique, c'est-à-dire de connaître ses origines, ça permet de mieux construire son identité et ça fait partie de la liberté personnelle. Mais on le relie aussi à d'autres dispositions, notamment le droit à l'autonomie informationnelle. Je crois que le terme est utilisé en doctrine, ça c'est l'article 13. Il y a aussi d'autres dispositions, l'article 28 du Code civil sur le droit de la personnalité. Souvent, ces concepts sont rattachés à plusieurs normes, mais la plus importante est vraiment l'article 10 sur la liberté constitutionnelle, ainsi que cette disposition spécifique sur la procréation médicalement assistée. D'accord. Et du point de vue juridique, est-ce que ce droit a posé des problèmes? Parce que est-ce qu'il a été contesté? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a Alors, une jurisprudence là il y a autour? certainement de la jurisprudence. Il y a une jurisprudence assez intéressante, notamment à propos de quel est le droit, parce qu'en en fait, tout est assez bien balisé en ce qui concerne le don de sperme. Vous avez dans la loi une disposition qui dit exactement quels sont les items, je m'excuse, je parle franglais, mais les trucs qu'on peut savoir. Ok? Ce que la loi est souvent, le législateur suisse est souvent assez clairvoyant sur le futur. C'est-à-dire on a un système réglementaire qui est souvent tourné vers le futur, qui est assez sophistiqué et tourné vers le futur. Où ils sont moins bons, c'est qu'ils voient la Suisse comme une île imprenable et sans aucune communication avec l'étranger. Où ça pose de vrais problèmes, c'est que lorsque les personnes veulent bénéficier de techniques de procréation médicalement assistée, donc à l'étranger, puisqu'elles sont interdites en Suisse, comment concrétiser ce droit de connaître les origines? Et il y a un début de cela dans la jurisprudence du tribunal fédéral. C'était un cas sauf erreur de mère porteuse.
qui étaient revenus, dont la famille était revenue en Suisse, et le tribunal fédéral avait exigé que certains avait exigé que certaines informations sur la mère porteuse, donc sans aucun lien génétique, soient inscrites au registre d'état civil suisse. Donc ils avaient admis que l'enfant issu d'une mère porteuse était bien l'enfant du couple qui avait recouru à cette méthode, et que la concrétisation de son droit à connaître ses origines incluait le fait qu'il fallait qu'il y ait certaines informations sur la mère porteuse. Voilà, tout ça, c'est dans le cadre de la PMA, la Correct. procréation médicalement assistée. Bon, tu as dit aussi que ça pouvait jouer un rôle dans le droit de l'adoption, Correct. mais il y a une troisième situation dans laquelle un enfant ne connaît pas forcément son origine, c'est les cas d'adultère. Absolument. Est-ce que là, il y a quelque chose comme un droit de Non. connaître ses... Non? Non, c'est ce que j'appelle très pompeusement la force normative des faits. Et il me semble me souvenir que dans son message, vous savez, avant qu'il y ait une loi fédérale, le Conseil fédéral dit ce qu'il pense. C'est souvent lui qui prépare, ou ses services qui préparent la loi. Et dans son message, je crois me rappeler qu'il disait parfois, ce droit est limité par les faits, et il cite notamment l'adultère, oui. Il D'accord. y a le droit, il y a la vie, comme toujours. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Ben, merci Philippe d'avoir répondu à ces questions juridiques qui, dans le fond, sur le principe, sont assez simples, même si j'imagine qu'ensuite, il peut y avoir des situations toujours un peu compliquées. Ouais. Merci. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.